Tu te rappelles The Mask? Mask, c'est une série des années 80, c'est pas la bonne période. Vieux gag, nouvelle version. Non, pas Mask, The Mask. Adapté du film du même nom, lui-même adapté des comics du même nom. C'est-à-dire que c'est encore une de ces séries animées américaines comme Men in Black, Godzilla et Real Ghostbusters qui sont adaptées d'un film dont elles sont en gros la suite mais pas complètement. Le film The Mask, je le connais quasiment par cœur. C'est, avec Dumb and Dumber et Ace Ventura, l'un des 3 films qui ont fait connaître Jim Carrey dans les années 90. Stanley Ipkiss, un employé de banque timide, introverti et passionné de cartoon qui se fait marcher sur les pieds par ses supérieurs, ses garagistes et sa logeuse, trouve dans la baie d'Edge City un masque représentant le dieu scandinave Loki qui, la nuit seulement, transforme son porteur en un être invulnérable et omnipotent au visage vert qui incarne le moi profond du dit porteur. Porté par Stanley, le masque devient en gros Bugs Bunny croisé avec Pépé le putois. S'en suivent des péripéties cartoonesques au terme desquelles Stanley décide de se débarrasser du masque parce qu'il est dangereux et imprévisible et que de toute façon la fille le préfère tel qu'il est dans son état normal et on la comprend. Que je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise, et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos raviolis. C'est un classique, à la fois une authentique comédie et un authentique film de super-héros. Les comics The Mask, nous ne les connaissons quasiment pas. Mais nous savons qu'il y est question d'un masque qui, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, transforme son porteur en un être invulnérable et omnipotent au visage vert qui est irréductiblement maléfique. Ce super vilain répond au nom de Grosse Tête. À l'instar de l'anneau unique, quelle que soit la pureté des intentions du porteur du masque, il finira fatalement par succomber à son pouvoir, devenir un fou dangereux et, au bout d'un moment, mourir. En d'autres termes, on ne peut pas forcer Grosse Tête à être un super-héros. La série animée propose un mix de ces deux approches. On reprend le gentil employé de banque Stanley Ipkiss du film et le masque que j'écris avec un K qui est un mix entre Bugs Bunny et Pépé le putois, mais on reprend du comique l'idée du masque qui fonctionne à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et qui a une personnalité propre, influencée par son porteur, mais principalement maléfique. Seulement, Stanley a tellement bon fond que contrairement au précédent propriétaire du masque, il peut inciter le masque à être un super-héros. J'insiste là-dessus, seul Stanley peut forcer le masque à être un super-héros. Plusieurs autres personnages mettent le masque au fil des épisodes, pas seulement des méchants, mais tous deviennent dangereux avec et c'est l'horreur. Aucun ne devient un super-héros, sauf Stanley. Alors, il faudra quand même évoquer 2 cas particuliers qui se produisent assez fréquemment. Quand le masque tombe sur la tête du chien de Stanley, Milo, et quand il tombe sur la tête du bébé de la voisine, qui curieusement prend Stanley pour un babysitter et lui confie régulièrement son enfant à garder. On l'évoquera quand on aura décrit le contenu de la série un peu plus en détail, mais pour l'instant, continuons de le résumer comme ça parce que c'est quand même vrai. Aucun porteur du masque ne devient un super-héros à part Stanley. Avant même de parler de l'intrigue, la première chose qu'il faut mentionner, c'est la structure de la série. Elle n'est pas à suivre, elle est vraiment comparable à Men in Black en tant que série adaptée d'un film, et surtout elle est découpée en 3 saisons. Une première très bonne de 15 épisodes, une troisième plutôt bonne également de 9 épisodes, et entre les deux, une deuxième très mauvaise de 30 épisodes, que dans l'ensemble, il ne vaut pas le coup de subir. Tout n'y est pas à jeter, il y a dedans quelques épisodes tout à fait honnêtes, mais elle a beaucoup de problèmes, chacun pas excessivement graves, mais dont la conjonction donne des épisodes globalement sans intérêt et pas drôles. C'est difficile de dire ce qui ne va pas exactement. Le dessin et l'animation paraissent légèrement moins bons, mais sans que ça atteigne le même degré que dans Men in Black. Les gags visuels paraissent moins diversifiés, et il se dégage des scénarios une impression d'indigence que les épisodes de la saison 1 ne faisaient pas et que les épisodes de la saison 3 ne feront plus. Une des causes possibles est que les scénaristes changent tout le temps dans la saison 2. Et on peut imaginer que du coup, ces auteurs éphémères n'ont pas eu suffisamment de temps pour se familiariser avec le concept du masque et capter ce qui peut faire l'intérêt d'un épisode de The Mask. Partons d'un élément concret. La plupart des épisodes de la saison 2 débutent par une scène où le masque fait des bêtises et pas par une scène de Stanley en civil. Dit comme ça pourrait sembler insignifiant, mais c'est au contraire très important. Le concept du masque en tant que super-héros, c'est... Bon, je t'interromps parce que ça va vite devenir saoulant. Nous voyons la différence d'orthographe sur le script, mais sans le contexte, ce ne sera pas toujours facile pour le public de déterminer si on parle du masque QUE, l'objet, ou du masque K, le personnage. La série appelle le personnage le masque, et les dialogues qui parlent de lui ne sont pas ambigus parce que ce sont des dialogues et pas des phrases descriptives, mais je propose que nous l'appelions Grosse Tête comme dans les BD pendant le reste de la vidéo. Ce sera beaucoup plus clair. D'accord. Je disais donc, c'est important que l'épisode commence par une scène de Stanley en civil et pas par une scène de Grosse Tête qui fait des bêtises, parce que le concept de Grosse Tête, c'est qu'il est raisonnablement bien intentionné grâce à l'influence de Stanley, mais très distrait et turbulent. En mettant le masque, Stanley sait que Grosse Tête va faire beaucoup de bêtises et semer le chaos avant de retirer le masque, et qu'il n'y a rien à faire pour l'en empêcher. Donc Stanley ne met le masque qu'en cas d'absolue nécessité. Cet élément tragicomique est ce qui rend les frasques de Grosse Tête drôles. Il va battre le méchant parce qu'il est omnipotent, mais d'abord...
Mais d'abord, c'est sa catchphrase, enfin, en plus du splendide repris du film, il va faire n'importe quoi pour s'amuser, quitte éventuellement à oublier sa mission et laisser filer les bandits. Cet état de fait est installé dès l'épisode 1, donc il y a toujours ce suspense sur si Grosse Tête va réussir à se concentrer suffisamment longtemps pour accomplir sa mission. Et donc, en débutant l'épisode par une scène de Grosse Tête mangeant des pizzas ou allant danser au Coco Bongo Club, on perd toute la dimension conflit entre les intentions de Stanley et la personnalité de Grosse Tête qui rend la situation amusante. On n'a que les gags de cartoon de Grosse Tête, qui certes sont fondés sur la base humoristique qui a fait le succès des Looney Tunes, mais qui ne suffisent pas à rendre des épisodes intéressants. La saison 3 de Duck Dodgers a un problème comparable. Ce n'est pas le seul problème de la saison 2 de The Mask, mais c'est un souci majeur. En effet, ayant dit ça, on a résumé en quelques mots ce qui fait l'identité et l'intérêt d'un épisode de The Mask. La ville d'Edge City, capitale de la frivolité où a lieu l'action, Edge City est la capitale de la frivolité. Est en proie à un péril que seule Grosse Tête est en mesure de combattre, mais Grosse Tête est dangereux et imprévisible, donc Stanley Ipkiss, qui est à la fois responsable et prudent, doit prendre la décision difficile de mettre le masque en espérant que Grosse Tête n'en fasse pas trop. Cela étant dit, il s'agit d'abord et avant tout d'une série comique, donc les implications les plus sérieuses de cette situation ne sont pas plus mises en avant que nécessaire. Elles le sont. Disons qu'elles le sont plus qu'elles l'auraient été dans Les Canards de l'Exploit et probablement moins qu'elles l'auraient été dans Mr. Mask. Mais comme dans ces deux autres séries, la part du lion est laissée à l'humour. Le ressort comique principal est bien évidemment la personnalité sulfureuse de Grosse Tête. En d'autres termes, c'est du Bugs Bunny. Série américaine pour enfants oblige, la composante Pépé le putois de Grosse Tête a été atténuée par rapport au film. Ce qui en est symptomatique, c'est que les deux porteurs les plus récurrents du masque à part Stanley font apparaître un Grosse Tête qui est essentiellement le même personnage que quand c'est Stanley en dessous. Or, ces deux porteurs étant respectivement un bébé et un chien, il était difficile de leur mettre une composante Pépé le putois. Le fait que Milo mette le masque, ça vient du film. Mais si ça n'y était pas, ça manquerait. Milo n'est vraiment pas une simple mascotte. Il intervient énormément dans les intrigues. On est à fond dans l'idée foireuse numéro 11. Le chien sauve souvent la situation d'une manière semblable à ce qu'il fait dans le film. Bon, c'est quand même un chien, et très régulièrement, il exécute de travers les ordres que lui donne son maître. Mais vu les compétences dont il fait preuve la plupart du temps, on aurait tendance à croire qu'il le fait exprès. En tout cas, une fois transformé par le masque, il change assez peu par rapport à sa personnalité d'origine. C'est toujours un chien esclave de ses instincts, avec un petit côté troll qu'il a déjà dans la vie de tous les jours. On reviendra sur le fait que dans cette série, plusieurs indices donnent à penser que Grosse Tête n'est pas juste son porteur avec un masque, mais une personnalité indépendante de son porteur. Malgré ça, on a diverses occasions de constater que le Grosse Tête qui apparaît à chaque utilisation du masque est influencé par ce que son porteur a refoulé au plus profond de lui-même avant de le mettre. Concernant Milo, probablement que le fait d'être un animal lui évite de trop changer quand il met le masque. Il n'a pas de moi profond à faire remonter à la surface, il suit déjà son instinct animal dans la vie de tous les jours. C'est sans doute pour une raison assez similaire que le bébé de la voisine change assez peu de personnalité quand il met le masque. C'est toujours un bébé mais avec des super pouvoirs. Il n'a pas encore de personnalité refoulée que le masque permettrait de faire ressurgir. Du coup, ni Milo ni le bébé ne deviennent des super-héros quand ils mettent le masque, mais ils ne deviennent pas des super vilains non plus. Ils deviennent juste des électrons libres et incontrôlables qu'il faut maîtriser avant que ce soit trop le bordel. C'est le Grosse Tête habituel en version chien et en version bébé. Ils sont là pour ajouter des péripéties et des gags. Gags dont les auteurs étaient très fiers puisque la promotion de la série les mettait tous les deux particulièrement en avant. Bref, tout ça pour dire que le fait qu'une version bébé et une version chien ne changent pas grand chose à Grosse Tête prouve que Grosse Tête n'a plus grand chose de commun avec Pépé le putois. Et on imagine bien que les répliques les plus osées du film n'auraient pas trop passé auprès de la censure pour un dessin animé destiné à la jeunesse. Quoique... Probablement du fait d'être conçu façon cartoon, la série n'a pas trop attiré l'attention de la censure et s'est permis des choses qui seraient impensables dans une série plus sérieuse, comme cette stripteaseuse dans un épisode de la saison 2. Oui, on sait depuis les Animaniacs que c'est plus facile de faire passer des choses un peu borderline sous les radars quand l'enrobage est humoristique. Emmène-moi dans ta petite loge et je te montrerai mes tours de magie. Mais tout de même, le Grosse Tête de la série animée est plus proche de Bugs Bunny que ne l'est celui du film. Il continue de se transformer en loup de Tex Avery quand il aperçoit une jolie fille, mais sa principale activité consiste à tourner les autres personnages en bourrique, et notamment à leur mettre le slip sur la tête. C'est au lieutenant Kelloway et à Doyle, son sidekick, qu'il le fait le plus souvent. Avec le masque, j'achète environ 3 nouveaux sous-vêtements par semaine. Cet temps pas fait me coûte une fortune. Comme dans le film, et apparemment comme dans la BD si on en croit Wikipédia et TV Tropes, Grosse Tête est poursuivi par la police pour les divers délits dont il se rend coupable. Là où le Grosse Tête du film cambriole une banque, celui de la série animée ne commet aucun crime sérieux et se contente de facéties qui, tout de même, justifient l'attention que la police lui porte. The Mask est, à l'instar de Mr. Mask, une parodie d'histoire de super-héros, en plus d'être un cartoon. On a le même coup du justicier hors-la-loi que dans Spider-Man ou qu'à plus proche dans Diabolique. Kelloway est à Grosse Tête ce que Jinko est à Diabolique. Avec une nuance, Kelloway soupçonne fortement Stanley Ipkiss d'être Grosse Tête, il n'arrive juste pas à le prouver. Pourquoi il
le confond pas comme dans le film avec ses empreintes digitales. Je propose une hypothèse que tu as évoquée précédemment. Contrairement aux grosses têtes du film, le gros tête de la série n'est pas Stanley avec un masque. Il a la même voix, mais on constate dans un épisode qu'il n'a pas la même carnation. Donc pas la même peau, donc pas les mêmes empreintes digitales. Ça tient debout. Voix ou pas, ce n'est pas une ressemblance quelconque entre Stanley et Grosse-Tête qui inspire ses soupçons à Calloway. S'il est parfaitement au courant que Stanley Ipkiss est l'identité secrète de Grosse-Tête, c'est parce que c'est une évidence et qu'il faudrait être la mère de Phineas et Ferb pour pas s'en apercevoir. Or, on n'est pas dans Phineas et Ferb. On n'est pas dans un univers de cartoon. C'est un élément essentiel de la recette The Mask. On a un personnage de cartoon, Grosse-Tête, dans un monde plus sérieux et plus rationnel, où les personnages sont certes un peu foufous, comme disons dans l'Enfest West, mais où tout n'est pas permis. Un des ingrédients de l'humour est que Grosse-Tête fait subir des casquettes de cartoon à des personnages rationnels qui évoluent dans un univers relativement réaliste. Et c'est là un autre problème de la saison 2, elle a une ambiance plus cartoon que les saisons 1 et 3. Le reste de l'univers y est plus raccord avec Grosse-Tête et donc on troque l'humour lié au conflit des ambiances avec un humour de cartoon beaucoup plus banal. Il faut tout de même raison garder. Il n'est pas tout à fait exact d'affirmer que l'univers de la série n'est pas un univers de cartoon. The Mask n'est pas dans un délire à la Chronicle où l'irruption du surnaturel dans un monde réaliste va changer la donne. Quoique n'étant pas la suite du film, la série se situe à première vue dans sa lignée. Bien que Grosse-Tête soit dans la série le super-héros qu'il n'est pas vraiment dans le film, Stanley, lui, est exactement le même personnage. Si ce n'est que le dessin animé lui donne ainsi qu'à son alter ego la manie étrange de dire pas les habits quand il est agressé. Non, pas les habits! Peu importe. Là où je veux en venir, c'est que, en plus de Stanley, la série animée The Mask reprend non seulement des personnages secondaires du film, mais aussi des gags et idiosyncrasies associés à ces personnages secondaires. Ce faisant, parce que c'est ce qui arrive quand on transforme une réplique drôle d'un film en running gag de série, elle en propose une version figée et caricaturale qui cartoonise un peu l'univers du dessin animé. On a la journaliste Peggy Brandt qui écrit pour un tabloïd intitulé Les faits rien que les faits, qui a vendu Stanley à des mafieux par le passé mais à qui Stanley a plus ou moins pardonné parce qu'on est dans une comédie. Le docteur Neumann, le psychiatre qui, comme dans le film, ne croit pas à l'existence de Grosse-Tête en dépit du bon sens parce qu'on est dans une comédie. Madame Pilepoil, qui était bon poil dans la VF du film. La logeuse de Stanley qui a perpétuellement des bigoudis dans les cheveux. Milo, le chien de Stanley qu'on a déjà évoqué, toujours là pour apporter le masque à son maître, quitte à le mettre lui-même pour y arriver. Ou Charlie, l'ami de Stanley, qui est en fait une fusion entre le Charlie du film et le chef de Stanley à la banque où il travaille, et qui dans la série animée profite de la gentillesse et de la timidité de Stanley à des niveaux presque surnaturels. Autant d'éléments dont on accepte la logique que dans le cadre d'une série comique, et qui font que le décalage entre la cartoonerie de Grosse-Tête et le sérieux du reste n'est pas aussi total que dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je l'admets. Dans le registre irruption du cartoon dans la vie réelle, The Mask est efficace, mais va moins loin que Qui veut la peau de Roger Rabbit. La comparaison est quand même bonne, elle permet d'aborder le statut de Grosse-Tête comme héros invincible. Comme dit précédemment, son invincibilité est acceptable parce qu'en contrepartie, le personnage est indiscipliné. Mais pas seulement. Le fait qu'un personnage soit omnipotent n'est pas un problème si c'est pour le gag. Ça fonctionne dans Astérix, ça fonctionne dans Fifi Brin d'Acier, et ça fonctionne dans One Punch Man, où le gag pourtant simplissime du héros qui bat n'importe quel adversaire d'un seul coup de poing ne se périme jamais. En tout cas, jamais dans la saison 1 que nous avons vue. Il y a un peu de ça dans The Mask. Mais il y a aussi que, à l'instar de Roger Rabbit, donc, Grosse-Tête ne peut pas désobéir au scénario. Tant que celui-ci impose pour être intéressant ou drôle que notre héros reste prisonnier ou impuissant, il le restera. En d'autres termes, Grosse-Tête peut tout faire, mais pas à n'importe quel moment. Pas à n'importe quel moment, juste quand ça pouvait être drôle. Encore faut-il bien sûr que Stanley ait mis le masque. Globalement, malgré cet impératif d'obéissance au scénario, la situation cesse d'être périlleuse dès que Grosse-Tête entre en scène. Mais il est toujours possible d'entretenir le suspense en séparant Stanley de son masque, l'enjeu étant que Stanley puisse mettre le masque pour se transformer en Grosse-Tête et résoudre la situation en 3 coups de cuillère à peau. C'est une ficelle scénaristique qui fonctionne plutôt bien, permet de trouver un équilibre entre l'humour et l'action, et aux amateurs de séries de super-héros d'y trouver leur compte. C'est aussi pour ça que c'est dommage d'y renoncer si souvent dans la saison 2. Pour revenir au décalage entre la cartoonerie de Grosse-Tête et le sérieux du monde dans lequel il joue les super-héros, si ce décalage n'est pas total, c'est aussi pour une raison qu'on a déjà donnée. La série est une parodie d'histoires de super-héros. Il y a donc des super-vilains avec des origines et des comportements loufoques de super-vilains. La méthode est exactement la même que dans Mr. Mask. On tourne en dérision des profils classiques, des motivations classiques et des origines classiques de super-vilains pour faire des personnages de méchants qui sont indéniablement des parodies, mais aussi d'authentiques antagonistes. Bien sûr, même quand ils ont des super-pouvoirs, quelle qu'en soit l'étendue, ceux-ci sont insignifiants face à ceux de Grosse-Tête, donc la surenchère de super-vilains loufoques n'a jamais pour effet de donner plus d'enjeux aux scènes d'action. C'est pas tout à fait exact. On y reviendra. Mais c'est quand même plutôt vrai dans la mesure où les méchants les plus importants sont introduits dès le premier épisode. Il s'agit de Pretorius, un savant fou, et Walter, son sidekick invulnérable. Walter a l'air d'être une créature artificielle. En tout cas, il ne peut pas mettre le masque et semble être le seul personnage dans ce cas. Mais ça pourrait très bien être parce qu'il a un visage trop large.
Il vient des comics. La série l'introduit comme le sidekick de Pretorius, mais dans ses apparitions tardives, il est à son compte. Enfin, c'est difficile à dire dans la mesure où il ne parle pas, pour offrir par son austérité un contraste efficace avec l'extravagance de Grosse Tête. Pretorius est aussi sinistre que drôle, aussi drôle que sinistre. Il connaît l'identité secrète de Grosse Tête, mais ne fait jamais grand-chose de cette information. Il est impitoyable et imperturbable, mais a un fort accent russe et une tête détachable avec des pattes d'araignée. Parce que... C'est l'avantage de la division du travail. Tandis que ma tête s'occupe d'un certain nombre de projets. Mon corps peut s'occuper des autres. Voilà donc ce qu'est devenu JD de Scrubs. C'est la science qui le motive. La science avec un grand S que seul invoquent les savants fous pour justifier n'importe quelle atrocité. Par exemple, déclencher une explosion nucléaire sur Edge City pour prendre en photo les extraterrestres avec Flash. Parce que sans Flash... L'enfer d'espace intersidéral est sombre et ténébreux. Et les photos sont toujours dégueulasses. Pretorius est un méchant qui fonctionne très bien dans une série comme The Mask. Il entreprend des actions absurdes qu'il décrit et justifie sur un ton très sérieux, ce qui est tout à fait approprié pour interagir avec Grosse Tête, qui est absurde, et contre qui, du coup, seul Pretorius peut comploter sérieusement sans casser l'ambiance. Mais la série n'a pas souhaité en abuser et a introduit dans la saison 1 plusieurs autres super vilains pour apporter de la variété. Comme Kablamus, le marchand de ballons transformé par un accident en homme-ballon explosif, l'O'Neill requin, le mafieux dont on ne spoilera pas la première apparition parce que la chute est bien trouvée, avec son gang de bikers sensibles dirigé par un maigrichon qui prétexte toutes sortes de problèmes de santé pour toujours tout déléguer, Skillit, l'enfant mage du pays des ombres. La VF ne rend pas clair que c'est censé être un enfant. Pourtant, le gag de fin de son épisode d'apparition ne fonctionne que si on l'a compris, donc c'est un petit peu dommage. C'est censé être une parodie de Peter Pan, mais il fait davantage penser à Mr. Mxyzptlk, dans une série où le personnage central a déjà les pouvoirs de Mr. Mxyzptlk. Son but est d'emmener Grosse Tête avec lui au pays des ombres pour l'amuser pour l'éternité. Il a connu tous les précédents propriétaires du masque, comme Attila et ce sorcier avec un chara-design que la saison 2 réutilisera pour des personnages d'Alien. C'était peut-être un sorcier alien. Skillit dit que son apparence bizarre est liée au fait que c'est un sorcier, il a eu un accident en jetant un sort. Ça rien ne le prouve, d'autant plus que ce design fait plus alien que sorcier. Si tu veux, mais je penche davantage pour un impensé des chara-designers. Je suis d'accord. Mais on a déjà abondamment commenté la baisse de niveau de la saison 2, qui d'ailleurs, bonne transition, se ressent aussi dans les super vilains. Là encore, c'est pas évident de dire en quoi ces nouveaux méchants sont moins inspirés que les anciens, ni si ils le sont effectivement moins. Mais en termes d'impression laissée aux spectateurs, le contraste est comparable à celui qu'il y a entre les saisons précoces de Real Ghostbusters et les saisons tardives. Nous décrivions les méchants de la saison 1 comme étant dans le même entre-deux sérieux comique que ceux de Mr. Mask. Les méchants de la saison 2 paraissent plus totalement comiques en comparaison. Mais c'est peut-être plus un effet général de la mise en scène qu'un problème de conception de ces personnages. Pour illustrer notre propos, rien ne vaut une étude de cas. Dans la saison 1, comme on l'a dit, le savant fou le plus récurrent, c'est Pretorius. Son design est grotesque et sa conduite est caricaturale. Sa passion pour la science, qui lui fait détruire des villes dans le but d'avoir un flash suffisamment intense pour prendre de bonnes photos de l'espace, est indéniablement comique. Mais il se prend au sérieux et tous les gags autour de son attitude découleront du fait qu'il est à fond dans son délire. Qu'il s'agisse de prendre une photo de l'espace ou de trouver une partenaire pour survivre avec lui à l'apocalypse qu'il souhaite provoquer. Dans la saison 2, son rôle sera tenu la plupart du temps par le docteur Emilia Chronos. Rien qu'au nom, vous devinez qu'on est dans un style d'humour un peu moins élaboré. Emilia Chronos donnera la réplique à Grosse Tête pendant les scènes d'action, faisant des blagues classiques que n'importe quel méchant de cartoon fera face à un héros de cartoon. Enfin, quand elle daigne faire des blagues, elle ne se contente pas de provoquer des événements censés être drôles. Elle joue son rôle de méchant comique, mais elle le joue de façon hyper classique. On pourrait la remplacer par n'importe quel personnage armé d'une montre qui agit sur le temps, ça ne ferait pas de différence. Elle n'a pas ce côté iconique que dégageait Pretorius. À côté de ça, il faut dire que même si elle fait sa part de cascade et de répliques qui tuent quand elle affronte Grosse Tête, ses plans sont loin d'être aussi originaux que ceux de Pretorius. Elle se bornera à utiliser son pouvoir sur le temps pour devenir la maîtresse incontestée d'Edge City et ou s'emparer du masque. A noter que c'est dans la saison 2 qu'on constate que les pouvoirs de Grosse Tête sont tellement illimités qu'il peut détransformer les super vilains qui ont eu leur pouvoir à cause d'un accident de super technologie de comics. Ou pas, vu qu'il y a un épisode où on revoit la plupart des méchants parmi lesquels certains dont la présence est complètement illogique, mais disons que Grosse Tête a cette aptitude. On se demande du coup pourquoi il ne l'utilise qu'une fois, et surtout pourquoi il ne l'utilise pas sur Flastock et Poiscaille. Ah, Flastock et Poiscaille. Parlons-en de Flastock et Poiscaille. Ou La Chose et Poiscaille, la VF dit les deux. Parfois dans le même épisode, parfois dans le même dialogue. Oh, vraiment? Oh, merci, Flastock. Voilà le courrier. C'est un paquet. Pour un certain chose et portail. C'est la chose.
Flastok et Poiscaille sont des méchants de la saison 1. Deux ados fans de comics qui, parce qu'ils sont un peu cons, s'exposent volontairement à des radiations pour avoir des super pouvoirs et devenir des super vilains. Suite à une side péripétie, contre toute attente, ça marche. Et l'un des deux se transforme en homme pâte à modeler, Flastok, un géant avec des pouvoirs façon gueule d'argile, donc extrêmement puissant, bien qu'insignifiant face à grosse tête. Mais l'autre se transforme seulement en un gros poisson, Poiscaille, qui ne peut absolument rien faire, même pas nager. Évoquer Flastok et Poiscaille permet d'aborder un problème récurrent avec la comédie. Cette situation du mec qui est devenu super puissant et de celui qui a un super pouvoir inutile qui est en fait un super handicap est censée être drôle. La situation qui en découle, que leur duo ne tient que par l'amitié qui les relie et qui fait que Flastok se trimballe Poiscaille partout et le défend infailliblement contre ceux qui se moquent de son impotence, est aussi censé être drôle. Et le fait que Grosse Tête sème occasionnellement la zizanie entre eux est censé être un gag comme n'importe quelle situation de zizanie entre méchants. Or, si on prend une fraction de seconde pour se mettre à la place des personnages, ce n'est pas drôle du tout. C'est tragique et dérangeant. Quand on sort de Static Shock, de surcroît, on ne peut pas voir la transformation de Poiscaille comme autre chose qu'un drame douloureux à voir, même si son accident est entièrement de sa faute. Donc on perçoit l'amitié entre Flastok et Poiscaille comme quelque chose de touchant et réconfortant, et leur dispute comme quelque chose de vraiment très triste. Triste de niveau Iketani. La fiction sous-estime parfois l'empathie que peut avoir le spectateur pour des personnages impliqués dans des situations humoristiques et présume qu'il rira de leur malheur quoi qu'il arrive. C'est l'un de nos problèmes avec Gravity Falls, et c'est probablement la cause des bizarreries dans le traitement du personnage de Mou du Genou dans Mr. Mask que nous avons déjà évoqué. Mais c'est un écueil plus général, dans lequel Arnold, par exemple, tombe occasionnellement malgré les précautions que la série prend pour l'éviter. Plusieurs personnages de notre 6ème top 10, sur les personnages mal aimés, y figurent en vertu de leur dimension comique qui provoque des injustices dans leur traitement. Plus généralement, tous ces personnages de cartoon comme Tom, Gros Minet ou Will Coyote, on a vite fait d'avoir de la peine pour eux à la longue. Et les séries d'animation ne sont pas les seules concernées. Dans Monk, où l'humour autour des tocs du personnage titre et les problèmes qu'il lui pose dans sa vie quotidienne est généralement bien dosé, il y a tout de même des moments où les metteurs en scène ne se sont apparemment pas rendus compte que non, échouer à un examen parce qu'on n'a pas réussi à arrêter de tailler son crayon, c'est rien d'autre qu'extrêmement triste. Cela dit, dans The Mask, même ces épisodes restent drôles, car Grosse Tête tourne tout en dérision de façon impartiale et rend drôle n'importe quelle situation. Quand il s'en prend à Poiscaille, ça ne ressemble pas à de l'acharnement puisqu'il s'en prend à tout le monde. À noter d'ailleurs que comme c'est une sorte d'anti-héros, il est pas politiquement correct et avec l'humour de transformation, on a vite fait de faire des caricatures un peu datées. Vous voyez ce que je veux dire. À tout point de vue, The Mask est une série de son époque. Du point de vue des références culturelles notamment, avec l'humour de transformation, c'est un incontournable. Mais contrairement à Caméléon dans Mighty Ducks, qui imitait des personnalités célèbres que nous Français ne reconnaissions pas, Grosse Tête imite des personnages de films, ou leurs acteurs dans leur rôle, et fait du coup des allusions que nous comprenons davantage. À ce propos, c'est une réflexion qu'on aurait pu faire dans Mr. Mask et qu'on pourrait faire dans Beetlejuice, mais The Mask est une bonne occasion d'en parler. Avez-vous remarqué que souvent en VF, les références à Elvis deviennent des références à Johnny? Ah que capri, ah bah c'est fini. Ah que excusez-moi, vous pourriez pas m'indiquer le buffet, je meurs de faim. Que je crois que j'ai raturé mon carrossage, moi. On reviendra sur la question de la localisation. Je voudrais d'abord conclure sur le chapitre de l'époque en disant que The Mask est une série typique des années 90, avec un humour tantôt désinvolte, tantôt second degré et tantôt satirique. Or donc, c'est une époque qui ne connaît pas encore les combats radicaux des années 2000-2010 contre les stéréotypes véhiculés par le langage ou par l'imagerie, ou en tout cas n'en tient pas compte. Ce n'est pas forcément une bonne chose dans la mesure où il y a un épisode de la saison 2, toujours elle décidément, En même temps, c'est la plus longue. qui nous a paru franchement raciste, mais en tout cas, ça se traduit couramment par des blagues qu'on trouvait totalement bénignes à l'époque, mais qui ne passeraient plus du tout aujourd'hui. Mais je rentre chinois, il faut que je me taille. Cet exemple permet d'embrayer sur les jeux de mots. La question des jeux de mots pose celle de leur traduction. The Mask s'en est plutôt bien sorti, mais on imagine souvent le traducteur en sueur derrière son écran pour trouver une manière potable de restituer un jeu de mots intraduisible. Pendant que notre mère en fonction s'appliquait à embrasser de jolies poupées, le masque en embrassait d'autres. Par plutôt bien sorti, nous voulons dire que la VF n'a pas toujours tout su traduire, mais a su faire des dialogues aussi dynamiques et bourrés de calembours que ceux de la VO, même si ce ne sont pas forcément toujours les mêmes jeux de mots et pas toujours aux mêmes endroits. Tout en caleçon. Ça peut poser problème quand le jeu de mots a un pendant visuel, mais la plupart du temps ça passe. Il est coriace. Ce sera dans le combat des voraces et des coriaces. Par contre, dans la saison 2, et encore seulement dans certains épisodes, ils se sont sentis obligés de franciser certaines références. Même à la foire du trône, les manèges décoiffent moins. Attention, localiser les références, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ça peut donner au public une idée plus précise de l'intention derrière la blague qu'une traduction littérale. Alors qu'est-ce que t'as gagné? Une voiture, une télévision à 15 chaînes, un voyage à Paris? Non, seulement une journée et une nuit pour 2 personnes à Rouen. Ça peut même être vraiment très bien fait. Citons pour exemple cette scène de Sonic Boom où nos héros visitent une attraction foraine de type maison hantée destinée à faire peur aux clients. What is it? A proposal for government-mandated healthcare.
Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un texte de loi pour rendre flexible le monde du travail. Mais dans The Mask, ça perturbe plus qu'autre chose, vu qu'on peut avoir coup sur coup d'un épisode sur l'autre, des références franco-françaises et des références américano-américaines. Sans surprise, d'autant plus que je l'ai déjà dit, c'est la saison 2 qui est touchée par ce phénomène. La saison 2 est vraiment d'un niveau général beaucoup plus bas que les autres, sur tous les plans. Nous avons d'abord cru qu'il s'agissait d'une saison produite pour la syndication, comme il y en a eu pour Mr. Mask, Real Ghostbusters ou Aladdin. On a déjà parlé de ça, c'est typiquement américain. Ce sont des épisodes qui n'ont pas été produits pour être diffusés sur une chaîne spécifique. Ils doivent avoir un coût de production plus bas parce que les saisons syndication sont souvent beaucoup plus longues et ont une animation un peu moins jolie. On a donc cru que c'était la raison derrière la longueur et la moins bonne qualité de la saison 2 de The Mask. Mais apparemment non. D'après Wikipédia, les 3 saisons ont été produites pour CBS. Pourtant, la saison 2 a toutes les caractéristiques d'une saison syndication puissance 2 ou 3, des standards d'animation plus bas ou plus inconstants, et une écriture moins rigoureuse et moins inspirée. On a déjà évoqué quelques éléments de fond permettant de le diagnostiquer. On peut en ajouter d'autres qui sont un peu liés. Par exemple, dans un ou deux épisodes, Stanley utilise le masque à des fins personnelles, pour se venger plus précisément. C'est foncièrement antinomique avec ce qui rend Grosse Tête intéressant comme concept de super-héros. Il y a aussi des éléments de forme, plus ou moins anecdotiques, dont je vais donner quelques exemples. Exemple anecdotique. Les règles, si on peut appeler ça des règles, de fonctionnement de Grosse Tête sont plus variables dans la saison 2 que dans les autres. On a dit qu'il se montrait capable de détransformer les super-vilains, il se montre aussi capable à un autre moment de changer la couleur de son visage, ce qui lui est ordinairement impossible. Enfin, ça lui arrive aussi une fois dans la saison 1, mais c'est parce qu'il porte un masque par-dessus sa tête verte et c'est davantage justifié par le contexte. Exemple modérément anecdotique maintenant, la saison 2 assume beaucoup plus que la saison 1 de ne pas être une série à suivre, et laisse occasionnellement les personnages à la fin de l'épisode dans une situation qu'ils auront inexplicablement quittée dans l'épisode suivant pour retrouver le statu quo. La vie amoureuse de Stanley est particulièrement touchée par cet état des choses. Il a beau réussir à séduire la fille à la fin de l'épisode, il sera immanquablement célibataire à l'épisode suivant. L'épisode de la saison 1 sur le sujet en explique la raison à la fin, celui de la saison 2, absolument pas. Il se conclut avec Stanley et la fille encore ensemble. Et celui de la saison 3 ? Celui-là, on y reviendra. Mais pour revenir à la saison 2, tout ce que je viens de mentionner, encore ça va. Si c'était ses seuls problèmes de forme, on pourrait s'y faire. Mais il y en a qui ne sont pas anecdotiques du tout et assez gênants pendant le visionnage, comme par exemple le fait que les dialogues sont tout simplement moins dynamiques. On trouve parfois des pauses de quelques secondes injustifiées entre les répliques, ce qu'il n'y avait pas dans la saison 1. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas grand-chose. Cette bille de clown de télésurfeur m'a enfermé à double tour dans la télévision. Ce sont des pauses brèves, mais ça donne une ambiance générale moins nerveuse, et ça a un impact fort sur l'humeur du spectateur devant l'épisode. Ça peut contribuer aussi à cette impression générale, dont on disait précédemment avoir du mal à identifier les causes exactes, comme quoi les épisodes sont moins drôles. Jusque-là, on a comparé la saison 2 à la saison 1 principalement. Il serait peut-être temps de parler de la saison 3. Ah, la saison 3, c'est autre chose. Cette saison, plus courte, revient aux fondamentaux, à ce qui rendait la saison 1 plaisante. Revient aux fondamentaux, c'est le mot. Il y a même un épisode, le 6ème, qui ressemble beaucoup à un épisode pilote, avec des dialogues d'exposition insérés au cours de situations typiques de la série comme dans Teddy Godzilla. L'épisode 1 de la saison 1 avait déjà ça. Comme s'ils avaient voulu permettre à cette saison 3 d'être la seule et unique que le spectateur verra en plus du film. Pour autant, la saison 3 diffère de la saison 1 sur plusieurs aspects. En premier lieu, il y a eu de petits ajustements qui sont particulièrement flagrants pour le personnage de Doyle, l'équipier de Kelloway. Dans la saison 1, Doyle essayait de modérer l'empressement de Kelloway à mettre Stanley Ipkiss sous les verrous pour les crimes commis par Grosse Tête. D'une part parce que Doyle est dupe des astuces que Stanley trouve pour faire croire qu'il n'est pas Grosse Tête, et d'autre part parce que, contrairement à son supérieur, il a compris que Grosse Tête était fondamentalement un super-héros. Mais à part cette clairvoyance, Doyle était le gros, il était incompétent et naïf. La saison 3 en fait occasionnellement le héros du jour, et le met généralement plus en valeur. Il y devient presque pour Kelloway ce que le cadet de l'espace est pour Duck Dodgers. C'est une bonne décision. Les gags de gros, c'est vraiment pas drôle. En outre, en complexifiant le personnage de Doyle, la saison 3 prouve que les auteurs avaient encore quelques idées à exploiter, ce dont la saison 2 permettait de douter. Je tiens à dire d'ailleurs que la saison 3 contient l'un des meilleurs épisodes de la série. Celui où la méchante est une prestidigitatrice et une amie de lycée de Stanley dont il était amoureux. Si cet épisode est l'un des meilleurs, c'est en partie parce qu'il a l'avantage de mettre en scène une situation où Stanley doit décider s'il préfère écouter ses émotions, accepter les avances de la super-vilaine et vivre dans le déni de ses crimes pour être heureux, ou s'il préfère être un super-héros et faire passer son devoir avant ses désirs. Bon, bien sûr, on est dans une série comique, donc ce dilemme est résolu très rapidement et sans grande cérémonie. Mais tout de même, ça fait du bien, après une longue saison 2 où cet aspect des choses était relégué au second plan, de rappeler qu'avec son masque, Stanley est un vrai super-héros. Mais si cet épisode est l'un des meilleurs, c'est surtout grâce au set de bagarre entre Grosse Tête, qui dispose d'immenses pouvoirs surnaturels, et la magicienne qui simule les mêmes exploits avec de la prestidigitation, et ce faisant se bat à égalité avec Grosse Tête, à qui elle arrive même à échapper à la fin.
À moins qu'il la laisse s'enfuir parce qu'il la trouve marrante, ou parce qu'il s'en fout, allez savoir. Tu disais que la saison 3 différait de la saison 1 sur plusieurs aspects et tu avais cité les ajustements du personnage de Doyle. C'est quoi le deuxième aspect du coup? Le fait qu'ils aient fait un épisode de super-héroïsme sérieux avec une magicienne? Non. L'autre différence, c'est les crossovers. Il y en a 2. Le deuxième est un double épisode crossover avec Ace Ventura, qui d'ailleurs conclut la série. Ou plutôt, la première partie du double épisode est le dernier épisode de The Mask, et la deuxième partie est un épisode de Ace Ventura. On ne s'attardera pas sur ce crossover, qui n'est pas très intéressant. Il existe pour aucune autre raison que le fait que les deux personnages sont joués par Jim Carrey dans leurs films respectifs. Stanley Ipkiss s'appelle Ace Ventura parce que son chien Milo a disparu, et ensuite Ace Ventura rentre chez lui avec le masque, et Stanley doit venir lui rendre visite dans sa série pour le récupérer. Si la collaboration entre les deux personnages ne fonctionne pas, c'est parce que l'humour de grosse tête repose sur le fait qu'il soit anormal d'être un personnage de cartoon dans l'univers de The Mask, alors qu'Ace Ventura, lui, est un personnage de cartoon parce que c'est normal dans sa série. Reste le fait que grosse tête est omnipotent et pas Ace Ventura, et que cette différence est créatrice d'enjeux, mais ça suffit pas à rendre le crossover intéressant. Et le premier crossover? Tu fais allusion au crossover avec Gargoyles? Il y a un épisode où on voit Brendan et Margot. Non, mais c'est encore plus improbable. L'autre crossover, ça a été la grosse surprise. C'est pas un vrai crossover parce que les personnages invités sont des pastiches des vrais, mais il y a un épisode crossover avec les Animaniacs. Plus précisément avec les frères Warner. Et la sœur Warner. C'est une idée très bizarre et très inattendue, mais pas mauvaise du tout. Le concept des Warner, c'est qu'ils se choisissent parmi les humains ordinaires, enfin surtout les personnages historiques mais passons, un souffre-douleur le temps de l'épisode et le tourne en bourrique. Tu veux dire comme on fait avec Mayol? C'est cet aspect des Animaniacs que l'épisode reprend. Or, il se trouve que c'est aussi le concept de grosse tête dans la série de persécuter son prochain. Donc même si c'est bizarre de voir débarquer des personnages de cartoon dans une série qui n'est pas un cartoon, on est à un stade où on a vu des aliens et des créatures extradimensionnelles, donc on est habitué à l'idée que des êtres surnaturels non humains viennent s'incruster dans l'épisode, et il y a de ce fait de la place pour un plan de Praetorius pour conquérir Edge City impliquant les Warner. Et la compatibilité des concepts fait que le crossover fonctionne plutôt bien. Comme souvent avant de conclure, quelques mots sur le générique. Ah oui, le générique. Il a sa façon très spécifique d'être quelconque. C'est grosse tête qui dresse un portrait élogieux de lui-même sur des images d'épisodes où il tatane les méchants et qui contredisent parfois les paroles. Bon concept, et au début on croit que ça va être bien, que la chanson va être entraînante. Et en fait non. À trop vouloir être déjanté, ils ont fait une chanson complètement arythmique qui part dans tous les sens, donnant un ensemble cacophonique. Il est pas pire que le générique de Princesse Sarah, et encore, et il est certainement pas pire que les poissons les petits chéris cachés sous leur grosse bulle, mais il est très en dessous de son potentiel. Car le coup du générique qui commence par Stanley mettant le masque et grosse tête qui impose soudain son rythme à la musique en dépit du bon sens est malgré tout ce qu'il fallait à The Mask. Et The Mask est un bon concept. Ce que le film a fait de la bande dessinée était une bonne base pour une série de super-héros parodiques, et les saisons 1 et 3 du dessin animé The Mask ont su exploiter cette base comme il fallait pour présenter à son public des péripéties dynamiques, des gags amusants et des situations intéressantes qui parlent à l'imagination du spectateur. Pour avoir bien fait son travail d'adaptation du film culte dont elle est dérivée, la série animée The Mask mérite qu'on s'en souvienne. Jamais vu un sourire comme ça, j'ai la super classe, on me résiste pas. Ouvrez tout grand les yeux, regardez-moi faire. Y'a pas plus beau que moi, pas plus chaud, oui, coco, coco, bebop, tip top, flip flop. Arrêtez-vous, je fais un malheur. Je vous en ferai voir des vertes et des pas mûres. Allez, monsieur, dame, en voiture, attachez vos ceintures. Je suis un modèle du genre unique au monde. Plutôt mon cœur en pleine santé et totalement disjoncté. Attention, je vais me fâcher, tous les génies du mal vont déguster. Ils devraient se mettre au vert, je crois. Non, j'ai une dernière chose à déclarer, j'ai oublié de me présenter. Oh, attention, je suis le mal.